18h partout à Abidjan, 20h à Paris. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous sur votre chaîne préférée, Ozana TV Monde, pour vous informer. D'ailleurs, vous avez raison. Démarrons tout de suite ce journal par ces titres. Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara et son homologue Oumarou Sissoko Embalo échangent sur une situation sécuritaire dans la sous-région. En Haïti, appel à la démission du Premier ministre. Vous avez les moindres détails dans ce journal. Et puis en Chine, congrès du Parti communiste chinois, la grande messe sera pour ce dimanche de l'Empire du Milieu. Et puis pour terminer, en France, les files d'attente se poursuivent dans les stations-service. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à ce journal. Démarrons tout de suite chez nous. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu avec son homologue bissau-guinéen, le général Oumarou El Mokhtar Sissoko Embalo, qui effectuait une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région et évoqué les voies et moyens de renforcer la paix, la stabilité et la sécurité dans notre espace communautaire. Oh, c'est l'heure du combat. Nous avons l'honneur de recevoir ce jour le président Embalo Sissoko, président de la République de Guinée-Bissau, président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Le président Embalo nous fait l'honneur de venir pour que nous puissions échanger sur la situation dans la sous-région. Comme vous le savez, notre sous-région a de graves difficultés en ce moment, aussi bien que le Burkina récemment, le Mali comme la Guinée. J'ai profité de cette rencontre pour indiquer au président notre souhait d'avoir de bonnes relations avec tous nos voisins et de tout faire pour qu'il y ait la paix et la sécurité dans la sous-région et notre volonté de contribuer à l'apaisement de la situation dans nos différents pays. Comme vous le savez, c'est le seul pays aujourd'hui qui est frontalier avec les trois pays qui sont en difficulté, notamment Burkina, Mali et la Guinée-Conakry. Je suis venu échanger avec lui sur la situation sécuritaire de la zone et aussi l'informer en tant que doyen. Et on a rapporté les sommets qui étaient prévus les 13-14 à Dakar. Et on va trouver une nouvelle date et pour qu'on puisse aussi regarder comment gérer les situations sécuritaires dans la zone. On ne peut pas prendre aucune décision sans consulter ces grands pays de la zone. Donc, j'ai déjà échangé avec tous les autres chefs d'État de la sous-région. En France, à présent, la grève dans la raffinerie se poursuit jusqu'à ce lundi 10 octobre 2022, causant davantage de pénuries en France. Les automobilistes attendent parfois des heures et des heures pour faire le plein de leurs véhicules. Files d'attente qui se poursuivent près des pompes à essence. Une situation tendue. Un tiers des stations-service affectées par des difficultés d'approvisionnement. Alors certains automobilistes attendent une réaction de l'État pour débloquer la situation. Je pense que l'État devrait gérer et essayer de proposer des solutions parce que pour ceux qui travaillent et qui ont besoin de leur véhicule, c'est pas gérable quoi. On vote pour eux, c'est pour qu'ils puissent nous aider. Donc ils doivent faire le nécessaire pour qu'on puisse travailler. C'est un peu partagé parce que c'est quand même une mesure qui pourrait être antidémocratique. Ce matin, le gouvernement change de ton. Il n'exclut pas une réquisition des salariés dans les raffineries bloquées. Soit les négociations démarrent et aboutissent vite et les dépôts de carburant sont rouverts rapidement, soit nous utiliserons les autres moyens qui sont mis à notre disposition, y compris les réquisitions. Mais le bras de fer continue. Les raffineurs ont voté dans la foulée une poursuite de la grève, chez Total Energy comme chez Esso ExxonMobil. La CGT prévient qu'elle réagira en cas de réquisition.
Je vous le garantis, il y aura une réaction de tous les syndicats CGT du département aux côtés des syndicats en lutte et des personnels réquisitionnés. Que ce soit clair, ça ne se passera pas dans le calme. C'est une atteinte, ils cassent la grève. Si le gouvernement estime avoir donné le temps de la négociation, d'ici ce soir, la décision de débloquer et réquisitionner des raffineries pourrait être prise. En Haïti, les Haïtiens appellent à la démission de leur Premier ministre. Les stations-service sont fermées, les hôpitaux ont réduit leurs services essentiels et les entreprises ne tournent plus à plein régime. Regardez. Les Haïtiens toujours vont debout contre leur Premier ministre. Ariel Henry est appelé à rendre le tablier. Le chef du gouvernement a sollicité l'aide des forces armées étrangères pour tenter de faire face aux gangs qui paralysent son pays sur fond de pénurie de carburant et d'eau. Les manifestants dénoncent des velléités d'occupation étrangère. Cette demande est un acte anticonstitutionnel. C'est un acte contre l'État. C'est un acte contre les demandes du peuple haïtien qui veut un pays libre où tout le monde peut manger, se soigner, vivre comme des êtres humains. Le pays tourne au ralenti, des barrages routiers continuent d'entraver la circulation dans la capitale, alors que l'ONU réfléchit au déploiement de la force armée rapide sollicitée par Port-au-Prince. Le dimanche 16 octobre prochain aura lieu le 20e congrès du Parti communiste chinois. Il va certainement installer Xi Jinping pour un 3e mandat en tant que secrétaire général du PCC. À l'approche de ce rendez-vous politiquement sensible, les autorités locales diffusent les restrictions sanitaires aux 4 coins du pays et la Chine enregistrant le niveau le plus élevé depuis un mois de nouveaux cas de Covid-19. Alors à la base, vous avez 2300 délégués qui vont se réunir dans ce gigantesque palais du peuple à Tiananmen à Pékin. Ces délégués, ils viennent d'un peu partout en Chine. Alors ils ont été, il faut savoir, quand même choisis dans des conditions assez obscures, mais ils sont censés représenter les 95 millions de membres du Parti communiste chinois. Ils se réunissent donc en conclave à huis clos pendant une semaine. Alors il ne faut pas du tout s'attendre à des débats enflammés, hein, ça va être très policé dans les discours. Et ils doivent donc élire d'abord, enfin nommer ce qu'on appelle le comité central, c'est un peu plus de 200 personnes. C'est un système de pyramide. Vous avez le comité central qui réunit les principales figures de la politique et de l'armée chinoise. Ensuite, vous avez le bureau politique, qui sont environ 25. Et puis après, vous avez cette espèce de coupole, les hommes les plus puissants du pouvoir chinois. Je dis les hommes parce que ce ne sont que des hommes à l'heure actuelle. Ils sont 7, ce qu'on appelle le comité permanent donc du Parti communiste chinois. Et à la tête de toute cette pyramide, finalement, au sommet, vous avez le secrétaire général du Parti communiste, en l'occurrence Xi Jinping. C'est la fonction suprême en Chine. À noter qu'il y a aussi une autre fonction importante, c'est celle de la commission militaire centrale. En gros, celui qui est élu président de la commission militaire centrale a le contrôle de l'armée, ce qui est un poste extrêmement important pour sécuriser tous les leviers du pouvoir. Et il n'y a pas vraiment de doute que Xi Jinping va aussi être réélu à la tête de cette commission militaire centrale. Et en général, effectivement, en tout cas ces dernières décennies, vous aviez ce triptyque, secrétaire général du Parti communiste, président de la commission militaire centrale et président de l'État chinois. Donc a priori en mars prochain, Xi Jinping sera aussi nommé à la tête de l'État chinois, même si, attention, il se dit qu'il pourrait également laisser un de ses postes. Alors là, vous savez, il y a beaucoup de prédictions, beaucoup de boules de cristal. Et beaucoup de rumeurs d'ailleurs. Voilà, et beaucoup de rumeurs. Qui pourrait laisser un de ces 3 postes et peut-être faire revivre un poste qui n'existait plus vraiment jusqu'ici. C'est le poste de président du Parti communiste chinois, qui est un poste qui est un peu délaissé, mais pour prendre une sorte de hauteur et peut-être placer certains de ses lieutenants à la tête d'autres fonctions stratégiques. Mais vraiment, je pense qu'il faut être extrêmement prudent, tant tout cela se fait dans un espèce de secret général. Et puis il faut savoir, attention, que ce qu'on voit ici lors du congrès, c'est surtout une chambre d'enregistrement de décisions qui ont été prises en coulisses auparavant, avec tout un système de négociation entre factions. Et finalement, il y a certainement des points qui vont être discutés comme ça à la dernière minute, peut-être l'attribution de tel ou tel poste. C'était en 2018 quand l'Assemblée nationale populaire a voté pour l'abolition de la limitation des mandats. On appelle le Parlement chinois une chambre d'approbation car c'était voté à plus de 99%.
99,8% même. C'était un événement quand même assez important car le système de 2 mandats a été mis en place dans les années 80 sous Deng Xiaoping. Alors Deng Xiaoping, c'était un leader qui prônait un système de gouvernance plutôt collective que individuelle. Et Xi Jinping, il essaye et il a plutôt réussi à bouleverser ce système. Il se met au cœur du parti et son nom et son idéologie désormais sont devenus synonymes aux valeurs du Parti communiste chinois. C'est un homme fort et il décide que lui et ses alliés pensent qu'il faut un homme fort pour répondre aux défis économiques et sociaux du monde actuel et ils utilisent cet argument pour justifier sa consolidation du pouvoir. Donc ce 3e mandat est presque certain. Plus, on ne sait pas encore, mais en tout cas, à l'heure actuelle, légalement, c'est possible. Revenons en Europe. En Ukraine, des bombardements ont eu lieu dans plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, a annoncé la présidence ukrainienne. De son côté, l'Assemblée générale de l'ONU s'est penchée ce lundi sur une résolution condamnant l'annexion de 4 régions ukrainiennes par la Russie, les Occidentaux espérant prouver l'isolement de Moscou sur la scène internationale. De la fumée noire s'élève à nouveau dans Kiev. Il est environ 8 heures. Ce journaliste de la BBC fait un point sur la guerre en Ukraine. Lorsque tout à coup, une détonation retentit juste derrière lui. La scène est filmée sous un autre angle par des riverains. Ce conducteur se trouvait à quelques dizaines de mètres seulement lorsque le missile a explosé. Plusieurs détonations ont été entendues, confirmées par le maire de la ville. D'après les premières informations, un missile aurait touché des infrastructures situées proches du palais présidentiel. On dénombre plusieurs morts et des blessés parmi les habitants. Ce qui devait être un lundi ordinaire a rapidement tourné au cauchemar. Juste à côté de voitures en feu, des secouristes prennent en charge les premières victimes. Un peu plus loin, la profondeur de ce cratère témoigne de la puissance de la déflagration. En plus de Kiev, plusieurs autres grandes villes du pays ont été visées. Ils essaient de nous détruire et de nous rayer de la planète. Ils tuent nos concitoyens qui dormaient à Zaporijjia. Ils tuent tous ceux qui allaient au travail à Dnipro et à Kiev. La capitale ukrainienne vivait dans un calme relatif depuis plusieurs mois, après le retrait des troupes russes en avril dernier. Un calme apparent qui a volé en éclats ce matin. Toujours concernant l'Ukraine, toutes ces frappes, les chefs de la diplomatie américaine Anthony Blinken a indiqué lundi 10 octobre 2022 s'être entretenu avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba pour l'assurer du soutien des États-Unis à l'Ukraine après les horribles frappes venant du Kremlin. Surprenant, oui et non. Dans le dossier ukrainien, la posture américaine est assez claire. Dans le fond, Joe Biden assume totalement un soutien financier et militaire à un pays agressé, est-il ne serait-ce que nécessaire de le répéter, mais réfute totalement la co-belligérance et c'est bien pour cette raison que la communication de la Maison-Blanche est toujours prudente à commenter les nouveaux développements sur le champ de bataille. Cela ne signifie pas que Joe Biden n'évoquera pas cet épisode à Kiev, même si Anthony Blinken s'en est chargé, comme vous l'avez dit ces dernières minutes, mais il ne souhaite pas être le premier à réagir, tout simplement. Rappelez-vous, il y a quelques jours seulement, le président américain a évoqué l'hypothèse de l'apocalypse nucléaire en rappelant que l'emploi de ces armes par Moscou était une option crédible. Les termes choisis par le président ont immédiatement été jugés par ses conseillers comme inapproprié. On a assisté d'ailleurs à un rétro-pédalage un peu poussif des communicants de la Maison-Blanche dans les heures qui ont suivi la déclaration. Et donc, dans le climat actuel, la communication du président se limite globalement à annoncer le montant des aides militaires, on l'a dit. Concrètement, ces frappes sur Kiev seront condamnées par Joe Biden dès qu'il en aura l'occasion, mais Kiev a déjà été frappé par le passé, même si ces frappes sont absolument majeures. Les armes utilisées ne sont pas les armes redoutées par
par Washington. On pense évidemment à ces missiles nucléaires tactiques. Et donc pour toutes ces raisons, Washington laisse volontiers la priorité des réactions aux autres acteurs de la crise. Dans les prochaines heures, Joe Biden poursuivra le dossier qui le mobilise tout particulièrement en ce moment, la campagne démocrate pour les élections de mi-mandat, tout simplement celle de novembre prochain. On peut s'attendre néanmoins à ce que le président américain, au cours d'une de ses prises de parole, réponde à une question sur le dossier ukrainien ou prenne tout simplement l'initiative d'en parler. Retour chez nous à présent en Côte d'Ivoire pour parler de culture. Et oui, il y a quelques jours déjà s'est tenu le premier lancement de la première édition des Oscars de la culture baoulé. C'était à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Regardez. Alors, comme vous le savez, nous sommes à la cérémonie de lancement officiel des Oscars de la culture baoulé. Yanyo, Namoni Baleo, Yanyo Kayo, Namoyo, Namoni Baleo, Yanyo Kayo. Esu tike nakunaku yoya yiwa okwena iwa wuli kokwenyu okwena yama yanzo enkevi okwena enyama beti jumakanga ngabe sawaka be dan okwena ekoko benyu sanguna efaga tema efrenya moa sonti nyamu nyamukura onibale yamiela que plan nous de prestige qui a pour objectif de mettre en valeur tout ce qui a trait à la civilisation et aux cultures d'un noble peuple que nous connaissons et que nous sommes. Je parle ici du peuple baoulé. Le parrain disait tout à l'heure que la culture, c'est un ensemble de savoir-faire, de coutumes, de civilisation propre à un peuple. Ce qui veut dire que le baoulé a sa culture. Et nous voyons de nos jours que nous partons en perdition. De nos jours, nos jeunes deviennent des aliénés. Et même on a des parents qui refusent que leurs enfants parlent la langue maternelle. Quand j'ai réfléchi à tout ça, il serait important de rehausser cette langue baoulé, de rehausser la culture afin que nos générations à venir puissent conserver cette culture. Et vous savez, vous et moi, nous connaissons tous que des années futures, nous aurons des races qui vont disparaître. Et pour éviter tout ça, nous, au comité des Oscars de la culture baoulé, nous avons décidé de prier, de distinguer nos meilleurs artisans, nos meilleurs cadres, nos meilleurs artistes, ceux qui se sont fait prévaloir le titre de l'excellence au cours de l'année. Et les Oscars de la culture baoulé ne s'arrêtent pas là. C'est un événement national, un événement international qui doit mettre sous les projecteurs nos artistes, nos opérateurs économiques, tous ceux qui encadrent nos éléments pour le développement de la culture baoulé. En clair, nous revenons en charge et il nous revient de dire combien de fois nous pensons à notre culture. Et pour ne pas perdre cette culture, nous avons décidé de primer nos acteurs culturels, comme je le disais. Merci beaucoup. L'histoire du sacrifice de la reine Ablakoko. Les festivités de Pâques désormais Pakinou, spécifiquement empruntées à la culture baoulé. Le Goli, qui est une danse baoulé. Le jeu de la Wali. Le pagne baoulé tissé. La dévolution successorale par le matriarcat et la lignée des 2 reines et 9 rois du peuple baoulé qui, au-delà de l'identité culturelle baoulé, sont devenus depuis des années des identités culturelles ivoiriennes. Faire la promotion et vulgariser son identité culturelle permet non seulement de pérenniser des valeurs fondamentales,
des traditions identitaires pour la sauvegarde de notre peuple. Il n'est donc pas mauvais en soi, ni sectaire, de se focaliser sur sa culture identitaire et ethnique, dès lors que cela permet de bien se connaître, afin de pouvoir mieux mettre à la disposition de tous, des autres groupes et de la nation, les aspects sociaux de la culture baoulée comme vecteur de cohésion sociale. C'est-à-dire que la culture s'appréhende comme un facteur de développement et d'émergence. Le sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO disait en 2018 que la culture est un facteur essentiel de résilience, de réconciliation et de cohésion sociale pour les villes et leurs habitants. Je salue donc et encourage à ce titre cette initiative des promoteurs des Oscars de la culture baoulée. À mon sens, la langue baoulée devrait également être intégrée dans ce projet afin de permettre à nos enfants et à nos petits-enfants d'en avoir la maîtrise comme instrument culturel identitaire d'expression, de communication et pour maintenir la fluidité de la transmission que nous projetons. Janine Cotillon disait à ce propos, apprendre une langue, c'est apprendre la culture, c'est apprendre une culture nouvelle, des modes de vivre, des attitudes, des façons de penser, une logique autre, nouvelle, différente. C'est entrer dans un monde mystérieux au début, comprendre les comportements individuels, augmenter son capital de connaissances et d'informations nouvelles, son propre niveau de compréhension. Je suis convaincu que l'instauration d'un concours de proverbes baoulés contribuera efficacement à atteindre cet objectif. Cela étant, à travers la présente conférence de presse, je déclare ouverte les activités officielles des Oscars de la culture baoulée. Je vous remercie. Donc, le baoulé est un groupe très représentatif et représentatif. Et lorsque nous avons été sollicités pour accompagner cet événement, ça a été une fierté pour nous. Aujourd'hui, le baoulé décide de se prendre en charge. Je dis, le baoulé se prend en charge, c'est une grande opportunité. Nous ne devons pas avoir honte de dire je suis baoulé. Et cette tribune doit pouvoir corriger aussi le fait qu'on se retrouve dans des tribunes, disons moi je suis baoulé, mais je ne suis pas parlé baoulé. Là encore, c'est catastrophique. Alors nous voulons inviter nos mamans, puisqu'on nous parle de langue maternelle. Les mamans, vous devez nous aider à édifier nos enfants, à apprendre le baoulé dès le bas âge. Aujourd'hui, nous avons des écrivains, à travers leurs œuvres, font aussi la promotion de la langue baoulée. Je vais citer Tibis Kofi, Venance Conan, et sans oublier le professeur Kwadjo Jérémy, de Lila. Jean-Louis Loukou, qui parle aussi de la culture baoulée, voit l'histoire de Abra Poko. Alors, nous sommes ceux que j'ai cités, professeur Jérémy Kwadjo, Jean-Louis Loukou, nous sommes leurs cadets. Et nous marchons dans leur sillon, dans leur pas. Toutes les actions de développement que vous voyez en pays baoulé, ça vient des mains des natifs du pays baoulé. Ça doit saluer surtout la pérennité. Il faut que cette action soit pérennisée. À autre, il y a des critères que nous avons édictés. Ça ne va pas se faire dans le vide. Il y a des critères que le comité scientifique va asseoir. Et quel que soit le domaine dans lequel on veut faire la promotion d'un des nôtres, c'est des critères objectifs. Je dis bien objectifs. C'est le talent que nous allons saluer et honorer. Pour nous, c'est quelque chose de très important, de très utile, qui permet non seulement de valoriser la culture baoulée dans sa diversité, mais il faut aussi noter que la culture baoulée même est un ferment important en termes d'unité et de solidarité du peuple baoulé. Et ça, je dois m'aider à insister là-dessus. La solidarité au niveau même des baoulés, la solidarité même au niveau de ce pays-là. Et nous savons ce que les baoulés ont apporté à ce pays,
continuer d'apporter à ce pays. Et quelqu'un le disait tout à l'heure, nous ne devons pas avoir honte de dire que nous sommes baoulés. Alors, valoriser la culture baoulée, c'est quelque chose de très important auquel le président Henri Konan Bédié attaque beaucoup de prix. Et vous aurez toujours le soutien et la caution du président Henri Konan Bédié. On a également assisté à cette cérémonie et on espère que tout à l'heure on a eu le calendrier en novembre. Le président Bédié se dit prêt, il vous attend, il sera là à vos côtés, toujours pour vous accompagner. Vous savez, Sa Majesté tient véritablement à cette cérémonie. Elle avait, tant soit peu, à une certaine période, initié ce projet-là. Et puis il se trouve que des frères et sœurs se décident de façon totalement indépendante de le mettre en œuvre. Que peut faire le roi sinon que d'accompagner ce mouvement-là, d'accompagner cet esprit-là? On se rend compte que le peuple baoulé est très représenté en Côte d'Ivoire. C'est le peuple le plus imposant, le plus important en termes de taille. Ça claque, ça. Je pense que la cérémonie des espoirs qui permettra de détecter les talents, de détecter les compétences, c'est quelque chose qui permettra de créer véritablement une banque de données. Religion à présent, comment marcher selon la présence de Dieu, comment marcher dans la présence de Dieu et qu'est-ce qu'est la présence de Dieu d'ailleurs? Nous emmenons tout de suite tout droit dans le local de la cathédrale des églises Evase assise à Cocody, Riviera Palmeraie, Carrefour Saint-Viateur, dans le prolongement du groupe scolaire La Pérouse. Retrouver le docteur apôtre Blandine Esther Oya dans son enseignement très richissime. Tout de suite le reportage de Noël Yapi. Pratiquer la présence de Dieu. En premier point, c'est la foi. C'est-à-dire que pratiquer la présence de Dieu, c'est avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas pratiquer la présence de Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la crainte de Dieu. Tous ceux qui veulent pratiquer la présence de Dieu doivent le craindre. Alléluia. La crainte de Dieu marche avec quoi? L'obéissance est dans la crainte de Dieu, mais la crainte de Dieu même, c'est l'œuvre de ne pas manifester l'œuvre de la chair. La crainte de Dieu, c'est ne pas manifester l'œuvre de la chair. Paul a dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Hein? Alléluia. Et le même Paul à un moment aussi dit que c'est ce que je n'ai pas envie de faire que je fais. Amen. Parce que Paul était beaucoup colérique. Il y a des moments où il dérapait, il déraillait un peu. Mais c'est le même Paul qui va écrire dans Galates 5, à partir du verset 19. Il va dire d'abord, avant ça même, il va dire que les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. C'est-à-dire que l'œuvre de l'esprit et l'œuvre de la chair ne peuvent pas être ensemble. Parce que la chair, c'est les ténèbres, c'est le monde, et l'esprit, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, craindre Dieu, c'est déjà vu les œuvres de la chair qui sont manifestes, c'est-à-dire qui sont plusieurs. Et c'est quoi? La convoitise, la méchanceté, la jalousie, les querelles, la magie, l'idolâtrie, la dissolution, l'impudicité, la gourmandise, les envies, l'adultère, tout ça, la fornication, alléluia. Hein? La pédophilie, tout ce qui est la chair, ce que la chair peut produire. Amen. Hein? Pour pratiquer la présence de Dieu, nous devons aimer les œuvres de l'Esprit Saint. Et on doit fuir les œuvres selon l'œuvre de la chair. Parce que la chair, l'œuvre de la chair est contraire aux œuvres de l'Esprit. Alléluia. Quelqu'un qui manifeste constamment l'œuvre de la chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est un conflit entre toi et Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que plusieurs sont appelés. C'est-à-dire que plusieurs, dans plusieurs là, il y a le groupe musical, il y a le groupe d'intercession, il y a les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les prophètes.
il y a les évangélistes, il y a les docteurs, il y a tout ça. Dieu dit, tous ceux-là, ils sont appelés. Mais parmi tous ces appelés-là, il y a peu d'élus. Il y a très peu qui seront élus. Voilà pourquoi la Bible dit que quand on sera là-bas, les gens vont dire, Seigneur, Seigneur, mais moi je t'ai servi. Et il va dire, je ne t'ai pas connu, arrière de moi. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs appelés là. Quand tu sors d'ici là, il y a des gens qui vont dire, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis ceci, je suis maman diaconesse, je suis diaconesse, c'est ça, diaconesse, je suis quoi encore? Tous les titres là, on a ça. Tout le monde est appelé. Mais parmi, il y a ceux qui sont élus. Les élus, c'est ceux qui ne manifestent pas constamment les œuvres de la chair. Et voilà, point final à ce journal. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, nos programmes continuent toujours en replay sur Hosanna TV Monde. Ce journal est terminé. Il a été supervisé par le docteur révérend Francis Eli Oya. La mise en orbite était l'affaire de Noël Yapi. D'ici là, portez-vous très très bien et que le Dieu suprême nous bénisse tous. Au revoir.